Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans cette vidéo du dimanche dans laquelle on va encore aborder plusieurs sujets. J'ai mes post-it qui commencent à se remplir de points dont je voulais parler, c'est pour ça que je vous enchaîne les vidéos dans lesquelles on traite plusieurs sujets. Du coup, on va parler aujourd'hui d'un graphique qui a vraiment attiré mon attention. Vous l'avez ici. Il est aussi apparu dans le All-in podcast et je me suis dit, bah, je vais vous en parler parce que, aussi bien depuis quelque temps je le regarde, je vous informe, c'est sur la liquidité disponible sur les investissements très court terme, en gros, c'est de la trésorerie aux États-Unis en dollars. On va aussi revenir sur SoFi et Robinhood. SoFi, je l'ai en portefeuille. Robinhood, j'ai pas réussi à l'acheter en avril parce que la baisse était allée tellement vite et j'ai acheté beaucoup de titres pendant la baisse d'avril. On va ensuite parler de la Big Beautiful Bill, c'est la loi qui est en train d'être passée au Sénat sur le budget, etc. aux États-Unis. On verra aussi les impacts que ça pourrait avoir, notamment sur le secteur du solaire. Et en fin de vidéo, je reviendrai rapidement sur les proxys crypto, quelques points que je voulais clarifier avec vous. Donc, premièrement, le graphique que je vous mets ici, qui est un graphique officiel de la Banque centrale américaine, c'est les Money Market Funds. Et donc, en fait, si on demande rapidement à une IA de quoi il s'agit, et vous savez que j'aime beaucoup utiliser les IA et je vous le montre souvent parce que c'est les outils qui font vraiment gagner du temps quand on cherche des petites infos. Globalement, c'est un véhicule d'investissement pour le court terme et en gros, on pourrait l'apparenter à de la liquidité disponible avec un petit retour sur investissement, mais en gros, c'est du cash qui est stocké. Et ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que là, sur 10 ans, on est sur des plus hauts historiques. Et l'autre point qui est extrêmement intéressant, et ça, c'est un point que je faisais moi-même, et je voulais le comparer avec les taux d'intérêt, parce que j'ai reconnu la courbe. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire que je raconte souvent de mi-fin 2022, au moment où je me rends compte que la Banque centrale américaine va vouloir s'occuper de l'inflation, après l'avoir créée, en tout cas ça c'est mon avis, avec énormément d'impression monétaire, argent imprimé à des fins non productives. Étonnant que ça fasse de l'inflation, inflation transitoire au début, puis finalement pas si transitoire que ça. En même temps, quand on a imprimé autant, faut pas s'en étonner. Et après cette histoire d'inflation transitoire, de toute façon, la crédibilité de la Fed, elle a pris un sacré coup. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont encore en train de la perdre, vu qu'ils ne nous coupent pas les taux assez vite. Là, je vous partage mon avis. Et donc à l'époque, vous voyez, quand on était vers mi-fin 2022, c'est quand les taux sont revenus à 2% et ensuite ils se sont mis à très fortement les accélérer. Et c'était justement vers ce moment-là que la fin du discours de l'inflation transitoire est arrivée. Donc ils ont arrêté de dire ça et ils se sont rendus compte que c'était un problème. Donc j'avais coupé des positions avec des flux de trésorerie disponibles négatifs parce que je me doutais que du coup on allait rester assez longtemps avec des taux d'intérêt élevés. Vous retrouverez les vidéos sur la chaîne où on en parle. Et si on regarde ces graphiques, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que la Fed nous a fortement monté les taux, eh bien, l'argent immédiatement disponible et donc stocké, entre guillemets, à des fins de trésorerie a explosé. Regardez, entre 2016, 2017 et 2020, explosion. Puis on stagne de 2020 à 2022, Q3, Q4, T3, T4. Et ensuite, on réexplose à nouveau. Qu'est-ce qui se passe sur les taux? 2015, 2016, les taux, il ne se passe rien. D'un coup, ils les augmentent. Ensuite, il les baisse. Donc là, on vient stagner, comme je vous le montrais sur ce graphique. Et dès qu'il remonte les taux, eh bien, le graphique monte à nouveau. Et rien d'étonnant là-dedans, puisque quand on augmente les taux, on ralentit l'économie. Et donc, bah, les personnes commencent à augmenter leur position en cash, puisque ben, il y a moins de facilité à l'investir. On a aussi des peurs de récession, puisqu'on ralentit l'économie. Évidemment, c'est un sujet complexe dont on a souvent parlé sur la chaîne. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, à mon avis, que la Banque centrale américaine a un double mandat, qui est un, de gérer l'inflation, mais de deux, aussi gérer notamment ben, l'emploi, l'économie. Enfin bref, je me perds, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont nous rebaisser les taux? Et mon avis, c'est qu'ils vont le faire. Eh bien, je pense que ce graphique, et on le verra, en tout cas si ça a lieu ou pas, il va se remettre à stagner. Mais comme on en parlera plus tard, ils vont continuer à imprimer de l'argent, le déficit va augmenter. D'ailleurs, le déficit, je vous en parlais dans la vidéo d'hier. Clairement, on en a aux États-Unis et en Europe notamment, vous le voyez sur les graphiques ici. Et clairement, vous voyez la dette par rapport au pourcentage de PIB de toutes ces zones économiques, la tendance, elle est très claire. Et d'ailleurs aussi, je vous remonte les statistiques, là, c'est le CME FedWatch Tool, ils sont aussi convaincus que ça va baisser les taux si on regarde les statistiques de cet outil. Bref, cette vidéo va être longue, je m'en rends compte, mais c'est pas grave. Et la grosse question que je me pose, où va aller cet argent s'il n'est plus en train d'aller dans de la trésorerie court terme? Et ma réponse, vous vous en doutez, c'est qu'il n'y a pas trop d'alternatives. Pourquoi est-ce que j'irais l'économiser?
l'argent qu'ils impriment s'ils peuvent l'imprimer du coup. Et je pense que ça ira en actif. Déjà, vous prenez l'or, il est pratiquement sur des plus hauts historiques, il a rebaissé un peu, mais il a fait des nouveaux points hauts. Vous prenez l'immobilier, eh bien, il a clairement légèrement baissé, mais surtout ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les transactions ont fortement ralenti, ce qui pose des gros problèmes, donc l'argent pourrait aussi revenir dans l'immobilier. Et on va parler aussi de la bourse. Je suis allé voir un petit peu les marchés, aussi bien le marché français que américain, on est en train de revenir sur des niveaux assez hauts, on a même fait des nouveaux plus hauts historiques sur le Nasdaq et le S&P 500. Et pourtant, je regardais les ratios de prix. Alors là, vous avez le PER pour le French Stock Market, donc le marché français. Ils ont pris comme indice de référence un indice qui représente combien d'actions françaises? Vous voyez, 65 actions françaises, mais elles sont pondérées par capitalisation boursière, vous l'avez ici. Enfin bref, on est sur un PER qui est très élevé historiquement pour cet indice, vous le voyez ici, à plus de 18 contre une moyenne historique qui est certainement plutôt autour des 14-15, je vous le fais ici visuellement. Si on va voir le S&P 500, pareil, le PER est élevé, le Nasdaq aussi, mais personne ne peut savoir où on va aller sur le court terme, surtout que les marchés peuvent avoir tendance à anticiper. Et si les marchés anticipent de l'impression monétaire et des taux qui baissent, et donc beaucoup plus d'argent en circulation, en plus une vélocité de la monnaie qui repart, et donc peut-être beaucoup plus de chiffre d'affaires et de bénéfices pour les entreprises, il est tout à fait possible qu'ils anticipent ça et que les marchés continuent de monter. Je m'amuse surtout pas à essayer de deviner ce qui va se passer aussi bien sur l'or que l'immobilier, que la bourse, comme vous le savez. Par contre, tout ce que je fais, c'est que je regarde la situation et je me dis pourquoi est-ce que je vais aller l'économiser sur des comptes s'ils peuvent l'imprimer. Et ce qui est le plus terrible là-dedans, c'est que je me retrouve dans ce graphique. C'est-à-dire que même moi, actuellement, j'ai pas mal de cash en stock. Et c'est cohérent. L'immobilier, j'ai fini, j'ai racheté un bien, mais je ne vais pas le vendre maintenant parce que le marché va mal. Il commence à peine à repartir en France, aux États-Unis, c'est encore pire. Donc, le cash, je ne peux pas le mettre dans des travaux ni rien. Je suis patient un petit peu avant de peut-être revendre le bien ou de refaire une autre opération. En bourse, j'investis, mais j'ai beaucoup mis en avril et là, il y a moins d'affaires. J'achète quand même. Je vous ai fait une vidéo dessus hier où je vous ai montré que je faisais des achats, mais je me retrouve avec du cash de côté. Donc, quand je vends des puts, je travaille avec des options pour faire travailler mon cash et j'essaie autant que possible de ne pas avoir trop de cash qui dort. Mais à un moment, je me retrouve à en avoir plus qu'à mon habitude, comme le marché. Et il va bien falloir que je le dépose ce cash parce qu'à un moment, soit je le dépense, évidemment je dépense, hein, je profite de la vie, je voyage, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais une bonne partie, clairement, va partir aussi en investissement. Et donc je voulais revenir sur ce graphique que je trouvais très intéressant. Et ma conclusion, c'est que, eh ben, il y a beaucoup d'argent qui est mis de côté. En tout cas, historiquement, on voit la tendance. Et je pense qu'à un moment, cette courbe, elle va arrêter de monter, elle va se remettre à stagner parce que les entreprises et les personnes vont réinjecter de l'argent dans l'économie. Les entreprises, peut-être des projets qui ont été annulés, l'immobilier, les investissements dans les machines, les usines, les serveurs, tout ce que vous voulez. Les particuliers, peut-être le déployer aussi dans l'immobilier, dans la bourse, dans les matériaux précieux, je ne sais quoi. Mais je pense que ce graphique pourrait continuer à suivre la tendance des taux. Et la tendance des taux, je pense qu'elle est à la baisse. Et il y a beaucoup de cash en ce moment sur le côté. Bon, la vidéo va être longue, je vais essayer d'accélérer. Je voulais revenir sur Robinhood et SoFi. Je regarde beaucoup les deux titres en ce moment. SoFi, je l'ai en portefeuille. J'ai 800 titres de souvenirs avec un prix de revient unitaire à 6,88 $. Et aussi bien elle que Robinhood sont en train de revenir sur des plus hauts historiques. Vous le voyez ici, on est à 17 $ pour SoFi. Je conserve mes actions, je n'ai pas prévu de les vendre. Et d'ailleurs, je ne vends surtout pas des call options dessus. Il y a des personnes qui me disaient, mais pourquoi tu ne vends pas des options d'achat sur tes titres? Tout simplement parce que, par exemple, la semaine dernière, si j'avais vendu avec un strike de 17, et ben là, je serais peut-être in the money. Et entre 15 et 17, ça aurait pratiquement rien payé. Et encore une fois, j'aime beaucoup cette analogie de je ne vais pas m'amuser à me mettre devant une voiture ou une action lancée à 150 sur l'autoroute. La tendance des marchés sur le long terme, elle est claire. Et c'est pour ça que vendre des calls, c'est quelque chose qui me fait très peur parce que j'ai pas envie de perdre mes titres et de payer plein d'impôts, surtout si je pense que la hausse n'est peut-être pas finie. Et pareil, Robinhood. Je vous en avais parlé et je sais que certains sont rentrés dessus dans la baisse d'avril au niveau entre 30 et 40. Personnellement, elle m'intéressait sur ces niveaux et j'avais pas fini mon analyse et je n'achète pas une entreprise si je n'ai pas fini mon travail. Et là, ça allait remonter tellement vite que j'ai raté le coche. Bravo à ceux qui sont rentrés entre 30 et 40. Bravo pour vos analyses si vous avez été plus rapide que moi. C'est pas grave, je vais pas stresser, je pourrais peut-être la racheter un jour si elle corrige ou peut-être ne jamais l'acheter. Je suis exposé en tout cas sur les fintech via SoFi, mais sachez que j'aime beaucoup le business de Robinhood, je continuerai mon analyse, surtout qu'ils sont en train de plus en plus de devenir entre guillemets une banque au-delà d'un courtier. J'aime beaucoup ce qu'ils font.
Et je continuerai à l'analyser, remettre mes chiffres à jour dans le temps. Mais je tenais à vous parler de ces deux actions, et notamment SoFi. Est-ce que je refais une vidéo dessus ou pas? Est-ce que ça vous intéresserait? Ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas analysé, tout simplement parce que ma position, elle est finie. Je suis content avec mes 800 titres, mes 800 actions. Mais pourquoi pas refaire une vidéo dessus? Bref, il faut vraiment que j'accélère cette vidéo. Je voulais juste vous en reparler rapidement, mais je vends pas. Parce qu'on m'avait posé la question, SoFi, est-ce que tu vends des options? Est-ce que tu vends ta position? Non, je vends pas, je conserve. J'aime pas trop vendre. À chaque fois que je vends une action gagnante, je le regrette fortement. On continue avec la Big Beautiful Bill. Donc elle a passé une étape au Sénat cette nuit. Et maintenant, elle va pouvoir être discutée donc au Sénat. Tous les articles vont être lus de ce que j'ai compris. Il va pouvoir avoir de nombreuses modifications, etc. Donc ce n'est pas du tout encore passé. Cependant, par rapport à cette bill, il y a deux points sur lesquels je voulais revenir. Alors je ne sais plus où je le lisais, mais globalement, j'avais vu qu'on parlerait d'une augmentation de pas loin de 5000 milliards du plafond de la dette. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, rien à voir, je suis sur CNBC, mais là, il nous parle d'Eutelsat. Alors, j'en ferai pas une vidéo parce que le titre m'intéresse pas et je vois des choses qui me font très très peur dessus, mais c'est amusant que cette entreprise arrive sur les médias américains et il nous les compare aussi à Starlink. Et d'ailleurs, pourquoi je parle pas d'Eutelsat, même si j'en ai parlé dans une autre vidéo, bah justement, c'est parce que la concurrence est très forte et très performante et je leur souhaite bonne chance. L'État a commencé à mettre son nez dedans, donc je touche pas, clairement. Et puis même, l'entreprise va mal. Et techniquement, c'est surtout le problème, c'est que leur produit, je pense qu'il va se faire disrupter. Bref, rien à voir, je leur souhaite tout le meilleur du monde, et je pense que le business aura toujours un petit peu d'avenir grâce aux militaires notamment, à tout ce qui est géopolitique, il y a des enjeux géopolitiques, et je pense que c'est pour ça que l'État s'en mêle. Revenons à nos moutons, je voulais reparler de la Big Beautiful Bill, et deux points à ce sujet. Premièrement, je vais revenir sur le graphique de tout à l'heure. Elle va permettre de continuer à avoir un énorme déficit, à dépenser beaucoup d'argent. Et encore une fois, je confirme qu'ils vont en imprimer et je ne vais pas l'économiser s'ils peuvent l'imprimer. Le deuxième point, parce que ça on l'a déjà dit, sur lequel je voulais revenir, c'est le solaire. Dans cette loi, il y a le fait qu'ils arrêteraient notamment les crédits d'impôt, c'est comme ça que je l'ai traduit, sur les investissements solaires aux États-Unis. Vous l'avez ici, tous les projets en gros qui ne seraient pas mis en service après le 31 décembre 2027 verraient leur tax credit, c'est ça que j'ai traduit par crédit d'impôt, annulés en fait. Alors ce qui est amusant, c'est que on est en train de dire qu'on va dépenser énormément d'argent sur plein de sujets, et là c'est même pas de l'argent dépensé, c'était juste de l'argent pas gagné parce que c'est du crédit d'impôt, donc ça permet de réduire les impôts. Quand je vois ça, ça me fait penser à deux choses. Premièrement, le secteur du solaire en bourse, il est très 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 asymétrique à cause de ça. Vous avez beaucoup de titres qui ont corrigé, vous avez First Solar, vous avez Solar Edge et vous avez Enphase notamment, trois entreprises que j'ai déjà suivies sur la chaîne. Voilà, ça c'est Solar Edge, c'est certainement celle qui va le plus mal, hein. C'est celle qui me fait le plus peur. Mais même Enphase, j'en ai en portefeuille, je suis à la baisse sur le titre. C'est d'ailleurs marrant parce que c'est ma seule ligne en portefeuille sur laquelle je suis à la baisse. Et c'est très asymétrique, vous avez eu énormément de volatilité récemment sur le titre et des gros mouvements, on voit ici c'est des mouvements assez violents, hein, si vous regardez de l'ordre de 10, 15, 20% dans les deux sens. En grande partie, et j'ai reçu des messages à ce sujet sur pourquoi elle bouge aussi violemment, mais en fait c'est en grande partie à cause de ça. Il y a encore beaucoup de débats qui vont avoir lieu au Sénat. Si c'est confirmé, c'est très mauvais pour le secteur du solaire, et si c'est enlevé au dernier moment, c'est très positif. À savoir que si j'ouvre le débat, on va avoir besoin d'énormément d'électricité à travers le monde, et j'ai toujours été persuadé que le solaire faisait partie du mix énergétique qui va permettre de fournir l'électricité. Et pour le bien de beaucoup d'entreprises qui vont en avoir besoin, je souhaite vraiment que les tax credits ne soient pas annulés. Je ne contrôle pas la politique, mais cependant c'est pour ça que je regarde souvent l'économie, la politique, etc. parce que ça peut avoir des vrais impacts sur les entreprises. Et là, je ne parle même pas que du solaire, hein, mais je parle des entreprises, par exemple, comme Meta, Microsoft, etc., qui ont prévu des gros investissements dans l'IA. Ils vont avoir besoin d'énergie. Et donc on verra ce qui se passe, je continuerai à suivre le sujet, je ne sais pas ce qui se passera au Sénat, mais je venais vous en parler, parce que ça avait deux gros impacts, le fait qu'ils vont continuer à dépenser, et donc bah, clairement je vais continuer à investir, parce que je ne vais pas garder de l'argent sur un livret A, vu ce qu'ils ont prévu d'imprimer, et d'ailleurs je parle ici des États-Unis, mais je suis à peu près convaincu que ce sera la même chose dans d'autres zones économiques, et aussi parce que ça risque d'impacter le solaire. Évidemment, cette loi, cette Big Beautiful Bill, comme ils l'appellent, elle implique plein d'autres sujets. Il y a énormément de choses débattues, mais c'est les deux gros points qui, moi, m'importent. Le plafond de la dette et ce qui se passe sur le solaire.
Ok, dernier sujet sur lequel je voulais revenir, les proxys crypto. Je l'ai mis en fin de vidéo parce que je reviens sur une ancienne vidéo que j'avais fait suite à des questions. Et bon, cette vidéo sera longue, mais comme je vous disais, c'est pas grave. En fait, j'ai des post-it de partout avec énormément de choses à faire, donc je groupe les sujets dans des vidéos. Ça fait des vidéos qui font pas trop de vues, mais c'est pas grave. Pour ceux qui les regardent, eh ben, vous serez au courant de tout ce que je suis en ce moment. Et j'ai tellement de sujets à traiter que je me dois de les grouper. Je tenais à vous le dire. Bref, je reviens sur toutes ces entreprises qui sont des proxys principalement Bitcoin, et c'est pour ça que je m'y intéresse. Allez voir la vidéo complète que j'avais fait dessus sur pourquoi je m'expose à la crypto depuis maintenant plus de 5 ans, et pourquoi je continue à le faire. Ça n'a rien à voir avec la bourse. Même si c'est des proxys bourse, c'est pas des entreprises classiques en termes d'analyse au sens qu'elles auraient un chiffre d'affaires, des marges, etc. C'est clairement de l'exposition Bitcoin. Mais bref, ce que je voulais revenir là-dessus, c'est on me disait, est-ce que tu vas toutes les conserver? Est-ce que c'est du moyen terme, du court terme, du long terme? Ça dépend desquelles. Typiquement, certaines entreprises qui seraient très bien gérées avec des NAV assez bas et qui pourraient peut-être un jour agir un petit peu comme des banques à Bitcoin notamment, je pourrais les conserver sur le long terme. Pour d'autres entreprises qui ne réussiront pas à avoir autant de rendement, de yield en anglais, et si on venait à avoir un fort marché haussier, notamment sur BTC, hein, si celui-ci venait à exploser et qu'on avait des ratios de valorisation qui explosaient sur ces entreprises, donc les NAV, les Net Asset Value, donc le ratio entre ce qu'on paye en argent fiduciaire contre ce qu'ils détiennent en Bitcoin, le fameux NAV. S'il venait à exploser, je n'aurais aucun problème à venir vendre des positions pour réallouer peut-être sur un ETF Bitcoin, peut-être sur des entreprises avec des NAV plus bas. Je voulais juste vous revenir là-dessus que, encore une fois, et d'ailleurs c'est vrai avec toutes les entreprises, hein. Vous voyez, par exemple, SoFi, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Je vous parle de mes analyses, j'essaie de vous tenir au courant le plus possible des achats que je fais, des entreprises que je surveille en ce moment, etc. Mais je passe des ordres toutes les semaines, des fois plusieurs fois par semaine, des fois tous les jours comme en avril, et je ne peux pas vous tenir au courant de chaque mouvement. Et de la même façon, c'est quand je me sépare d'une entreprise, je vous tiens au courant. Mais au final, si je dis tout le temps que chacun prendra ses propres décisions et que vous êtes seul responsable de vos investissements, c'est parce qu'au final, on est seul face à ces investissements. Et si on achète SoFi, par exemple, à l'époque, sur les 6-7 dollars, et qu'on a autant de gains, si on ne sait pas pourquoi on l'a acheté, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut la vendre. On ne sait pas si on veut la vendre. Et si ça baisse, pareil, on peut paniquer, se dire « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai acheté? Maintenant ça baisse, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est pour ça que j'invite toujours tout le monde à faire les analyses. Évidemment, j'essaie de vous tenir au courant, mais au final, chacun prend ses propres décisions. Et donc, justement, pour vous tenir au courant sur ces entreprises qui sont des proxy Bitcoin, j'en conserverai peut-être et j'en vendrai peut-être. Mais à ce jour, je suis plutôt dans une phase d'accumulation et les choses peuvent tourner très vite. Et au final, pourquoi je peux prendre ces décisions aussi bien voilà, sur SoFi, sur toutes les entreprises d'ailleurs, même sur de façon générale la gestion de mon cash, c'est tout simplement parce que vu que je mène moi-même mes recherches, je n'hésite pas à prendre des décisions d'achat, de vente et de pivot assez rapidement parce que j'ai tout écrit. Et évidemment, j'invite tout investisseur à faire la même chose et à ne pas dépendre des autres. Évidemment, c'est hyper intéressant de regarder ce que les personnes font et c'est aussi pour ça que la chaîne YouTube est là, pour vous partager ma vision des choses, mes analyses. Et je sais que vous, au final, et d'ailleurs vous en parlez beaucoup en commentaire et par message, vous faites vos propres analyses, vos propres décisions, vous achetez plein d'entreprises que je n'achète pas et vice-versa. Et je voulais vous dire que ça fait hyper plaisir en fait d'avoir une communauté qui a plein de propositions, d'actions. Sachez que je note tout, j'ai des listes, je regarde pratiquement tout ce qu'on me propose, même tout ce qu'on me propose, qu'en quelques minutes j'arrive à me faire une opinion assez rapide sur une entreprise. Je vous fais plein de vidéos là-dessus où pendant 10 minutes, je regarde avec vous les différents documents financiers, etc. Mais la réalité, c'est que c'est plus long parce que c'est une vidéo et si je le fais moi-même en 5-10 minutes, j'arrive à peu près à cerner l'entreprise. En plus, si j'utilise des IA, ça va très vite. Elles n'arrivent pas toutes en vidéo, mais ce que je tenais à vous dire, c'est que ça fait ultra plaisir de voir une communauté qui fait le travail, qui ne panique pas, qui, quand elle a acheté une entreprise, sait pourquoi, a ses convictions, n'a pas forcément les mêmes convictions que moi et va chercher les infos à gauche à droite, dans les médias spécialisés, peut-être à la télé, dans les journaux, sur YouTube, sur X, etc. Et au final, clairement, ça nous fait tous grandir que d'avoir des idées différentes, de les partager et surtout de prendre ses propres décisions au final. Ah, c'était une vidéo hyper intéressante à faire. Je me suis un petit peu étalé, mais c'est pas grave. Les vidéos du week-end, elles sont beaucoup plus cool et généralement, les analyses, c'est plutôt la semaine. Comme ça, même moi aussi, ça me permet d'alterner. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je trouve ce graphique très pertinent et puis les autres infos aussi. Je reviendrai peut-être sur SoFi, un de ces quatre, Robinhood aussi à voir, et évidemment sur ce qui se passe aussi en politique. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.